Le président de la République reçoit une délégation de l'Allemagne et le renforcement de la coopération entre les deux pays au menu des discussions. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, invite lors de l'ouverture des travaux de la 4e Assemblée générale de l'Alliance pour le Sahel à préserver les acquis sécuritaires et de développement. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et le directeur général de l'agence ASECNA signent une convention qui fait des employés de cette agence des fonctionnaires internationaux. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons cette édition donc par les activités du président de la République. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a reçu en audience aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott une délégation de l'Allemagne conduite par la ministre fédérale de la coopération économique et du développement, Svenja Schulze. L'audience s'est déroulée en présence du ministre en charge du cabinet de la présidence de la République, Mokhtar Oudjai, du ministre de l'économie et du développement durable Abdessalem Mohamed Saleh, de l'ambassadeur de Mauritanie en Allemagne, Mohamed Mahmoud Brahim Khalil, de Haroun Traoré, chargé de mission à la présidence, et de l'ambassadrice d'Allemagne accréditée en Mauritanie, Isabelle Henin, en plus des membres de la délégation accompagnant la ministre allemande. À sa sortie d'audience, la ministre de la coopération économique et du développement, Svenja Schulze, a fait la déclaration suivante que je vous invite à suivre. Grand honneur que d'être ici en Mauritanie. La Mauritanie est un gage de stabilité dans la région du Sahel. Le pays entreprend d'énormes efforts dans la lutte contre la pauvreté et contre le changement climatique et en ce qui concerne l'accueil de réfugiés, et le pays dispose d'un grand potentiel économique. Je viens de mener un entretien exhaustif avec son Excellence le Président de la République sur la manière dont nous pouvons approfondir la coopération. En tant que président du G5 Sahel, la Mauritanie assume un rôle éminent et constructif et fournit une contribution à la paix dans la région. Je suis venu aujourd'hui afin d'assumer la présidence de l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel est l'association centrale internationale de ceux qui soutiennent la région du Sahel, qui compte 18 membres. À côté de l'Allemagne, les plus importants défenseurs sont la Banque mondiale, l'Union européenne, la France et l'Espagne. En assumant la présidence, je veux montrer très clairement que l'Allemagne, avec ses partenaires internationaux, est aux côtés du Sahel. J'entends m'impliquer en faveur de davantage d'emplois, de meilleures offres éducatives, un meilleur approvisionnement de base et des filets de protection sociale plus robustes au Sahel. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, a supervisé ce matin au Palais des conférences de Nouakchott l'ouverture des travaux de la 4e Assemblée générale de l'Alliance pour le Sahel. Le président de la République a prononcé à cette occasion un discours. Je vous invite à suivre son intégralité. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellence, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Excellence, Monsieur José Manuel Alvarez, ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne et président de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Excellence, Madame Svenja Schulze, ministre fédéral de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne. Excellence, Madame Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux.
Excellence, Monsieur Ousmane Diagana, vice-président du groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale et président du comité de pilotage opérationnel de l'Alliance Sahel. Excellences, Messieurs les ministres de tutelle du G5 Sahel, du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie. Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des pays, organisations et institutions internationales, membres ou partenaires de l'Alliance Sahel. Excellences, Monsieur le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique accrédité en Mauritanie. Excellences, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue en République islamique de Mauritanie et vous adresser, au nom de tous les chefs d'État du G5 Sahel et à mon nom propre, mes sincères remerciements pour avoir, malgré vos multiples occupations, émus par votre souci de renforcer la dynamique partenariale autour du G5, tenu à prendre part aux travaux de cette 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance. Votre présence aujourd'hui me conforte dans ma conviction quant à la pérennité de votre engagement et votre soutien aux efforts que nous ne cessons de déployer pour relever les énormes défis sécuritaires, économiques, sociaux et écologiques qui hypothèquent le devenir du Sahel dans son ensemble et particulièrement celui des pays du G5. Je voudrais également remercier son Excellence M. José Manuel Alvarez pour son excellent travail à la présidence de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel et souhaiter plein succès et réussite pour Madame Sfenia Sulce, ministre fédérale de la coopération économique et du développement de la République fédérale d'Allemagne, dans sa nouvelle mission de présidente de l'Assemblée générale de l'Alliance. En outre, j'exprime ma profonde gratitude aux autorités espagnoles et allemandes, ainsi qu'à l'ensemble des pays et organisations membres ou partenaires de l'Alliance pour les efforts consentis afin de rendre possible la tenue de cette 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance. En se tenant concomitamment avec la 12e session ordinaire du Conseil des ministres des pays du G5 Sahel, cette session de l'Assemblée générale nous offre aujourd'hui l'heureuse opportunité de remettre en perspective, en vue de le renforcer et d'en améliorer l'efficacité, le partenariat entre l'Alliance Sahel et le G5 Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est aujourd'hui indubitable que le Sahel dans son ensemble, en particulier les pays du G5, fait face à des crises sécuritaires, socio-économiques et écologiques, sans commune mesure avec ses seules capacités propres de résilience. Ces crises, exacerbées par une conjoncture internationale particulièrement difficile, s'alimentent et s'amplifient les unes les autres dans une sorte de dramatique cercle vicieux. Et on ne peut espérer rompre ce cercle que par la mise en synergie des efforts, l'adoption d'une approche holistique et la mise en place d'une forte réponse collective, durablement appuyée par une solidarité agissante de la part de la communauté internationale. En effet, le défi sécuritaire que constitue le terrorisme et l'extrémisme violent n'est pas dissociable des vecteurs inhibiteurs
du développement que sont la pauvreté, l'injustice sociale, la malgouvernance, les changements climatiques, l'absence de perspectives et les tensions sociales. C'est généralement à la confluence de ces vecteurs que la violence germe et prospère. Aussi, le G5 a très rapidement ciblé la mobilisation de partenaires autour de ses programmes de développement, de gouvernance, de résilience et de sécurité. Et c'est précisément la prise de considération de ces liens quasi organiques entre sécurité et développement qui constitue la clé de voûte de l'organisation du G5 Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs, en dépit d'un contexte régional et international plutôt défavorable, il est indéniable que le G5 Sahel a enregistré des acquis non négligeables, notamment le renforcement des canaux d'échange et de coordination entre les forces de défense et de sécurité nationale, la capitalisation par la force conjointe d'importants acquis en termes de formation, d'équipement et d'infrastructures, la mise en place des groupes d'action rapide de surveillance et d'intervention, les GARCI, ou encore sur le plan économique, la mise en œuvre d'un programme d'investissement prioritaire pour la période de 2019-2021 et l'adoption en cours d'un nouveau plan couvrant la période 2023-2025. Certes, de fâcheux et regrettables événements sont venus récemment perturber le fonctionnement de notre organisation et accentuer davantage la vulnérabilité de cette zone déjà très fragile. À titre illustratif, on pourrait citer, entre autres, le retrait malien du G5 Sahel, qui a subitement rompu la continuité géographique de notre espace et nous a privés, très momentanément, je l'espère, de l'apport précieux d'un pays frère et membre fondateur. Le retrait de la force Barkhane, le conflit armé au Soudan. Cependant, face à ces évolutions, les chefs d'État du G5 Sahel ont, le 20 février 2023, en N'Djamena, fortement réaffirmé leur ferme détermination à préserver et à renforcer le G5 Sahel, du fait de leur profonde conviction que la victoire contre le terrorisme et le sous-développement requiert impérativement la mutualisation des moyens et la mise en synergie des efforts. Cette détermination s'est clairement traduite dans la feuille de route de la présidence mauritanienne du G5 Sahel, qui se fixe comme objectif, entre autres, de renforcer les capacités des acteurs de défense et de sécurité, particulièrement la force conjointe réformée, dynamiser des structures liées à la sécurité abritées par les pays membres, opérationnaliser le programme d'investissement prioritaire 2023-2025 et promouvoir les échanges économiques entre les pays du Sahel tout en travaillant à les mobiliser autour de projets structurants alignés sur la stratégie de développement et de sécurité. Œuvrer à redynamiser et à élargir le partenariat international en faveur du G5 Sahel. La tenue de cette 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel à Nouakchott vient aujourd'hui confirmer avec force l'existence réelle d'un véritable élan politique visant à revitaliser le G5 Sahel. Je tiens ici à renouveler mes remerciements à tous les pays, organisations et institutions internationales, membres ou partenaires de l'Alliance Sahel, pour leur appui qu'ils n'ont cessé, dans un cadre de redevabilité réciproque, de nous apporter dans les domaines de l'emploi des jeunes,
de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'écologie et des services de base. Cependant, il est clair que pour répondre efficacement aux défis sécuritaires et de développement du Sahel, nous avons besoin d'une plus large mobilisation de la communauté internationale. Aussi, j'appelle au nom de tous les chefs d'État du G5 Sahel à davantage d'engagement de la communauté internationale et de mobilisation de ressources financières au profit du G5 Sahel. Il est particulièrement urgent de mettre en œuvre des actions à court terme, à effet rapide, associées à des actions structurantes de long terme qui induisent une transformation qualitative pérenne des conditions de vie de nos populations. De trouver des solutions d'emploi décent pour les femmes et les jeunes en mettant en œuvre des activités génératrices de revenus au profit des populations les plus vulnérables. D'améliorer la productivité du secteur agricole à travers une intensification agroécologique grâce à l'exploitation d'énergies renouvelables comme l'hydrogène vert. Aussi, tout en espérant que vos travaux contribuent à une plus grande mobilisation de financement au profit de la stratégie de défense et de sécurité du G5 Sahel, je leur souhaite plein succès et réussite et déclare ouverte la 4e session de l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel. Je vous remercie. L'ordre du jour de cette assemblée comporte plusieurs sujets, notamment la question de la sécurité et du développement. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'Alliance Sahel n'est pas une nouvelle structure ni une enceinte de plaidoyer financier, mais un mécanisme de renforcement de la coordination des partenaires pour une aide plus rapide, plus efficace et mieux ciblée en faveur des zones vulnérables. Ainsi, cette 4e Assemblée générale de l'Alliance Sahel, dont la cérémonie d'ouverture a été supervisée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, ambitionne de créer une synergie avec le G5 Sahel pour le développement et la sécurité dans la sous-région. Justement, les efforts de la Mauritanie pour la stabilité et la sécurité dans la sous-région ont été salués par les partenaires au développement. D'abord, je voudrais féliciter et remercier la Mauritanie et très particulièrement le président de la République de Mauritanie pour son accueil et pour un grand travail en équipe pour l'organisation de cette importante réunion. Je voudrais aussi remercier et reconnaître ce leadership de la redynamisation du G5 Sahel, déjà manifesté lors du sommet extraordinaire du 20 février et lors de la réunion ministérielle d'hier. Il s'agit d'une assemblée très importante. Nous nous rencontrons aujourd'hui pour renouveler notre partenariat avec nos partenaires du G5 Sahel. Nous sommes ici pour mieux nous coordonner afin de répondre d'une façon plus efficace aux besoins des populations sahéliennes dans un contexte spécialement difficile. En fait, nous suivons avec inquiétude l'évolution de la situation de la région. L'insécurité alimentaire continue de s'exacerber, accentuée chaque année par les changements climatiques et les chocs extérieurs. Je voudrais transmettre un message clair d'appui au G5 Sahel, aux autorités et aux populations et aux citoyens sahéliens. Nous continuerons à travailler aux côtés des Sahéliens et de leur gouvernement, à travers nos ambassades, à travers nos bureaux de coopération et nos équipes sur le terrain. Nous sommes plus engagés que jamais, malgré les difficultés. Nous croyons fermement aux solutions multilatérales pour relever les défis auxquels la région du Sahel est confrontée. De leur côté, la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Mme Svenja Schulz, et la commissaire européenne aux partenariats internationaux, Mme Jutta Urpilainen, ont réitéré leur soutien à l'Alliance Sahel, précisant que les priorités pour l'Alliance Sahel sont l'emploi, l'agriculture et la protection sociale, ainsi que la sécurité, entre autres. Ils ont en outre loué les efforts déployés par la Mauritanie pour la tenue de cette importante rencontre à Nouakchott. Au Sahel, paix et développement vont de pair. L'Alliance Sahel illustre la volonté des partenaires au développement de fédérer leurs efforts et mieux coordonner leurs actions afin de créer les conditions
d'une paix et d'une croissance durable. Je remercie très chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République islamique de Mauritanie, d'avoir bien voulu accueillir la présente Assemblée générale dans son pays. Je voudrais aussi féliciter l'Espagne pour le travail remarquable accompli pendant 3 années de présidence de l'Alliance Sahel. Ma gratitude va finalement à l'unité de coordination et à l'ensemble des acteurs qui se sont mobilisés pendant ces derniers mois pour l'organisation de notre rencontre. Et c'est pour cela que j'avais recommandé à ma prise de fonction en tant que président du comité de pilotage une revue indépendante de l'Alliance Sahel. Cette revue a pu mettre en avant un certain nombre de recommandations et je voudrais en citer quelques-unes. L'Alliance Sahel doit être plus proche du terrain. Elle doit viser plus d'impact en étant plus sélectif et elle doit aussi avoir ses interventions alignées sur les priorités des pays. Je souhaite que cette assemblée soit l'occasion pour que ces recommandations puissent être traduites en actions concrètes, fortes et ceci dans les meilleurs délais. Il me paraît aussi important que nous concentrions nos efforts sur ce qui a bien fonctionné. Et lorsqu'il est possible, passer à l'échelle les projets et initiatives stratégiques qui ont un impact réel sur les populations. Il nous faut agir de manière coordonnée avec l'ensemble des partenaires de développement. Pour rappel, l'Alliance Sahel est une plateforme de coordination internationale pour la stabilisation et le développement des pays du G5 Sahel. Elle a été lancée sous impulsion franco-allemande en juillet 2017 à Paris. Elle compte aujourd'hui 26 membres. Les partenaires techniques et financiers regroupés au sein de l'Alliance Sahel financent plus de 1000 projets labellisés dans les pays du G5 Sahel pour un montant total de 22 milliards d'euros. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmedji. Au cours de cette réunion, la conférence des présidents a examiné des projets de loi suivants présentés par le gouvernement. Projet de loi numéro 011-23 autorisant la ratification de l'accord de coopération judiciaire en matière pénale entre le gouvernement mauritanien et celui de l'Algérie signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Projet de loi numéro 012-23 autorisant la ratification de l'accord d'entraide judiciaire dans les domaines civils et commerciaux entre le gouvernement mauritanien et algérien signé à Nouakchott en 14 septembre 2022. Projet de loi numéro 013-23 autorisant la ratification de l'accord d'extradition entre le gouvernement mauritanien et celui de l'Algérie. Et cet accord a été signé à Nouakchott le 14 septembre 2022 également. Projet de loi numéro 014 portant la loi de finances rectificative en 2023. Projet de loi numéro 015-23 relatif à la liberté des prix et à la concurrence. La conférence des présidents a décidé donc de renvoyer les projets de loi précités aux commissions permanentes en vue d'une étude approfondie. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, a signé avec le directeur général de l'Agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique et au Madagascar, à SECNA, Mohamed Moussa, une convention qui fait des agents de la SECNA des fonctionnaires internationaux. Une conférence donc ou une réunion en présence du ministre de l'équipement et des transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed. Suivons le discours du directeur général de la SECNA. Vous le savez, donc, nous venons de procéder à la signature de l'accord de siège entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Il s'agit d'une simple révision de l'accord de siège parce que, comme vous le savez, la SECNA avait déjà un accord de siège qui fixait les conditions d'établissement de notre représentation
ici en République islamique de Mauritanie. C'est un très grand pas que nous venons de faire ensemble. C'est le lieu de remercier le ministre en charge des Transports qui est ici avec moi. Nous avons conduit au pas de charge cette signature et c'est une signature qui vient renforcer les liens de coopération et de travail et qui vient faciliter également l'activité de l'agence en République islamique de Mauritanie. Comme vous le savez, l'agence est un organisme public international qui rend un service de sécurité aérienne. C'est dans le but de renforcer la stabilité de cette organisation que cet accord de siège a été révisé. Donner aux agents des statuts qui convient à la mission de sécurité. Et cette mission de sécurité ne peut pas s'accommoder de perturbations, comme vous le savez. Gérer des espaces aériens, c'est gérer une partie de la souveraineté de l'État. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott d'un atelier organisé par le ministère de l'Éducation nationale en coopération avec l'UNESCO portant sur la réflexion d'un schéma expérimental d'introduction des langues nationales dans le système éducatif national. Mohamed Khattat nous en dit plus. Il s'agit d'un atelier de 3 jours visant à mener une réflexion autour des critères séculaires de cadrage sociolinguistique, de la mobilisation et de l'adhésion des acteurs et des partenaires, des supports et des manières de didactique de l'élaboration d'un schéma clair de l'introduction des langues nationales à l'école. Ouvrant les travaux de cet atelier de réflexion sur l'élaboration d'un schéma expérimental d'introduction des langues nationales dans le système éducatif, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Ould Dahi, a souligné l'importance de ce conclave qui abordera des axes fondamentaux de la réforme du secteur, à savoir le développement et la promotion de l'enseignement des langues nationales. M. Ould Dahi a souligné que le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a lancé de vastes consultations avec tous les partenaires et acteurs du domaine de l'éducation. Et cette consultation globale a abouti à la promulgation d'une loi d'orientation qui accordait une grande importance à l'enseignement des langues nationales afin de permettre aux enfants d'apprendre dans leur langue maternelle et d'assurer une meilleure acquisition des connaissances. Il a souligné que son secteur ne ménagera aucun effort pour élargir et mettre à niveau l'enseignement des langues nationales comme moyen de renforcement de l'unité nationale, passerelle de communication des générations et outil de massification des liens de fraternité et de compréhension. De son côté, le chef de l'unité de l'UNESCO de Nouakchott, M. El Haj Moïsa Diop, a fait observer. Je voudrais souligner que la Mauritanie a une longue expérience de cette question et cette expérience sera renforcée par les leçons tirées des expériences d'autres pays sur la question de l'introduction des langues nationales à l'école. Aujourd'hui, le choix des langues d'enseignement dans l'école républicaine et unifiée doit obéir à l'impératif d'offrir l'accès à savoir le plus efficace et le plus équitable, d'où la nécessité d'accorder une importance capitale à l'enseignement en langue nationale et d'assurer un choix judicieux des langues d'ouverture. Pour sa part, le directeur de l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales, professeur Mbou Setadiagana, a souligné. Excellence, Monsieur le Ministre, c'est un insigne honneur pour l'Institut pour la promotion et l'enseignement des langues nationales et sans doute un important symbole que votre première sortie officielle en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif pour présider une activité du département soit consacrée à l'un des chapitres les plus importants du programme électoral de son Excellence M. Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République, et que le gouvernement de son Excellence M. Mohamed Ould Boulad Messoud met en œuvre, à savoir la refondation de l'école mauritanienne. Il est vrai que le choix des langues d'enseignement dans l'école républicaine et unifiée devrait obéir à l'impératif d'offre de l'accès au savoir le plus efficace et le plus équitable, d'où la nécessité d'accorder une importance capitale à l'enseignement en langue nationale et d'assurer un choix judicieux des langues d'ouverture. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Sidi Mohamed, a tenu ce
ce matin au siège du ministère d'une séance de travail avec le directeur général de l'Agence de sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, à SICNA. La réunion a porté sur les relations de coopération existantes entre la Mauritanie et cet organe, notamment en ce qui concerne un siège de cette organisation, et ce conformément à l'accord signé en 2010 à Libreville et ratifié par la Mauritanie au cours de l'année 2017. La séance de travail s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, Nouei Cheikh Abidi, et du représentant résident de la SECNA en Mauritanie, Seyed Mohamed Ould Sidi. Le ministre de la Justice a organisé aujourd'hui à Nouakchott le 3e forum de la formation sur les litiges fonciers au profit des magistrats exerçant dans les juridictions civiles et administratives. Le forum vise à renforcer les capacités des acteurs du secteur et à examiner les difficultés qui entravent l'application des lois. Une image foncier, Bokar Bailaba. Il est assez fréquent d'être confronté à des litiges liés à la terre, et ce peu importe le niveau. Mais quel que soit le type de litige foncier, cela peut avoir de graves répercussions si les dispositions nécessaires ne sont pas prises à temps pour régler le problème. Et s'il y a des personnes compétentes à gérer ce genre de litige, c'est bien entendu les magistrats exerçant dans les juridictions civiles et administratives. Et à l'ouverture des travaux du forum, le secrétaire général du ministère de la Justice, Mohamed Ahmed Ould Aïda, a déclaré que l'institution judiciaire est considérée comme un pilier fondamental de l'état de droit en protégeant les citoyens, en préservant leurs biens et en créant un climat propice à la paix civile et à la stabilité sociale. Il a indiqué que la rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des sessions précédentes dans lesquelles les participants ont demandé aux autorités concernées de continuer à organiser des forums de formation et d'en faire une plateforme annuelle qui permette l'échange d'expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion des litiges fonciers. Les travaux du forum dureront 3 jours, durant lesquels les participants débattront de plusieurs thématiques, comme les poursuites judiciaires, les questions d'expropriation dans l'intérêt public, entre autres. À Nouakchott, une formation sur le renforcement des capacités des laboratoires vétérinaires nationaux en matière de détection, de surveillance et d'alerte précoce des maladies hommes-animales. Des techniciens de plusieurs pays africains bénéficient de cette formation. Mohamed Khatat. C'est un atelier régional de renforcement des capacités des laboratoires vétérinaires nationaux en matière d'alerte précoce, de contrôle et de prévention des épidémies de maladies animales et zoonoses, organisé par l'Office national de la recherche et de développement de l'élevage et du pastoralisme. Les participants à cet atelier venus de plusieurs pays d'Afrique profiteront 5 jours durant d'une formation sur les techniques en sérologie des maladies animales et zoonoses. Ouvrant les travaux de l'atelier, le secrétaire général du ministère de l'élevage, M. Madi Ould Taleb, a rappelé que le secteur de l'élevage est un pilier essentiel de l'économie nationale, d'où la tenue attendue de cette formation qui témoigne de l'importance accordée par le gouvernement à la formation des ressources humaines et au renforcement des capacités des laboratoires nationaux dans le domaine du diagnostic et de la recherche. Les participants à cet atelier suivront des exposés théoriques et pratiques qui leur seront présentés par des experts nationaux et africains de l'Agence de l'énergie atomique sur le diagnostic vétérinaire et le dépistage sérologique des maladies animales. Il est à noter que ce cours de formation en tête de la fièvre afteuse est celle du Rift dans le cadre d'un projet régional initié par l'Agence internationale de l'énergie atomique dont notre pays est membre depuis 2022. Une convention de financement a été signée ce matin à Nouakchott entre la Banque mauritanienne d'investissement et la Banque européenne d'investissement en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie, Liam Jones. Dans le cadre de cet accord, la Banque mauritanienne d'investissement obtiendra une ligne de crédit de 20 millions d'euros sous la forme d'un prêt à long terme accordé par la Banque européenne d'investissement avec le soutien de la Commission européenne et du Fonds européen de développement. Amina Khlila. La présente convention de financement a été signée entre la Banque mauritanienne d'investissement BMI et la Banque européenne d'investissement BEI en présence de l'ambassadeur de l'Union européenne en Mauritanie, Liam Jones.
Suite à cet accord, la Banque mauritanienne d'investissement obtiendra une ligne de crédit de 20 millions d'euros sous la forme d'un prêt à long terme accordé par la Banque européenne d'investissement avec le soutien de la Commission européenne du Fonds européen de développement. Lors de ce mot pour la circonstance, le directeur général de la Banque mauritanienne d'investissement, Mohamed Yahya Sidi Jiddou, a exprimé sa satisfaction de la signature de cette convention qui vient renforcer la capacité de la BMI et consacrer un partenariat mutuellement avantageux pour les deux institutions. Il a précisé que son institution dispose d'un système de gouvernance fiable et qu'elle affiche d'excellents indicateurs de performance, soulignant que son principal objectif est de devenir une banque socialement responsable et respectueuse de tous les engagements environnementaux internationaux. Grâce à ce partenariat, la BMI pourra mobiliser jusqu'à 40 millions d'euros de financement aux entreprises mauritaniennes, principalement aux PME, ce qui représente le double du montant du prêt de la BEI. Ce qu'on signe aujourd'hui, c'est un financement à long terme de 20 millions d'euros avec un concours du Fonds européen de développement durable et une garantie de l'Union européenne de portefeuille sur 3,2 millions d'euros, qui est possible par aussi le partenariat très fort qui existe entre l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement, dans le cadre de ce qu'on appelle Team Europe. Je ne sais pas si on dit l'équipe Europe ici, mais bon, on dit l'équipe Europe ici alors. Et il s'agit de la première coopération de la BEI avec le secteur financier en Mauritanie depuis 2006, et même d'ailleurs pour ce type de prêt depuis presque 20 ans. Et c'est la première fois que nous faisons un financement direct à la Banque mauritanienne de l'investissement. Donc nous sommes particulièrement heureux de cette opération qui s'inscrit et qui témoigne de notre engagement commun en faveur du développement économique de la Mauritanie et de son désir de soutenir les PME et les ETI. Il est à noter qu'il s'agit de la première coopération de la BEI avec le secteur financier mauritanien depuis 2006 et d'une des premières opérations s'inscrivant dans le cadre du nouvel accord 2023-2027 signé entre la Commission européenne et la BEI pour le financement du secteur privé dans le pays. À Dakhlet Nouadhibou, l'activité de la pêche industrielle a repris, et ce 2 semaines après la reprise de la pêche traditionnelle. Dans ce contexte, des dizaines de navires de pêche industrielle ont pris la mer après l'arrêt de leur activité à cause du repos biologique imposé par le secteur afin de préserver la richesse halieutique. Bokar Bailaba. Plusieurs embarcations de pêche industrielle s'apprêtent à larguer les amarres depuis le port de Nouadhibou après 3 mois d'arrêt biologique. Tout est fin prêt pour la reprise. Les différents maillons de la chaîne de ce type d'activité industrielle redoublent d'efforts pour que les provisions soient à la hauteur des actions qui les attendent en haute mer. Une reprise d'activité gérée de main de maître par l'ensemble des services administratifs locaux. D'ailleurs, le chef du département maritime à Nouadhibou, Mohamed Zahaf, affirme que rien n'a été laissé au hasard pour la réussite de cette reprise des activités de la pêche industrielle. Il précise que les dispositifs mis en place sont censés faciliter les différentes tâches liées à ce type de pêche. Secteur pourvoyeur beaucoup d'emplois pour les jeunes. La pêche industrielle et côtière exige beaucoup de savoir-faire. Et cette reprise a été saluée à sa juste valeur par les membres des équipages des embarcations. Pour eux, c'est un travail de longue haleine qui les attend en mer. A noter que l'arrêt biologique de la pêche industrielle est décidé par un arrêté du ministère des Pêches et de l'économie maritime. Il concernait toutes les activités de pêche industrielle dans les eaux territoriales mauritaniennes. L'arrêt en question avait pour but de protéger les stocks halieutiques du pays et permettre une reproduction des espèces de poissons. Dans la baie de l'Inchiri, certains quartiers de la ville d'Akchouj connaissent de fréquentes interruptions de services d'eau courante à cause de la rareté des ressources d'eau souterraine plutôt, et de la faiblesse du réseau de distribution. Pour faire face à cette situation, les autorités concernées de la ville continuent les recherches de solutions alternatives pour fournir l'eau aux habitants. Amina Khalil.
La pénurie d'eau qui persiste depuis quelque temps dans la capitale de l'Algérie devient de plus en plus accrue avec l'entrée en période de chaleur. Les habitants d'Akjoujt déplorent la flambée des prix des camions-citernes privés qui vendent l'eau à 1000 anciennes ouguiyas la tonne. Certains disent qu'ils n'ont pas d'accès à l'eau potable et que les points d'eau mis en place par les services publics ne sont plus opérationnels. Les habitants d'Akjoujt se plaignent à ce sujet et pointent du doigt la Société nationale des eaux. Les responsables de la SNDE blâment à leur tour les vieux réseaux d'addiction d'eau et la rareté des réserves utilisables. Le responsable du centre d'Akjoujt dit, quant à lui, que sa société œuvre à résoudre les problèmes liés à l'accès à l'eau potable dans les meilleurs délais. La plupart des quartiers d'Akjoujt ont accès, explique-t-il, à leur part des 1400 mètres cubes, dont 1000 mètres cubes sont pompés dans les réseaux, alors que le reste est acheminé dans les quartiers à l'aide de camions-citernes. Les quartiers de L'Mbédih, Matel et Doubei sont les plus affectés par cette pénurie d'eau, mais nous œuvrons à surmonter ce problème, conclut-il. Il est à noter que les citernes de la SNDE sillonnent les quartiers en question pour approvisionner en eau les ménages vulnérables à des prix symboliques ne dépassant pas 400 anciennes ouguiyas. Voilà, c'était donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit une délégation allemande et le renforcement de la coopération entre les deux pays au menu des discussions. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice du G5 Sahel, invite lors de l'ouverture des travaux de la 4e Assemblée générale de l'Alliance pour le Sahel à préserver les acquis sécuritaires et de développement. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et le directeur général de l'agence ASECNA signent une convention qui fait des employés de cette agence des fonctionnaires internationaux. Voilà, retrouvez Adahir Khaitara pour votre émission Zoom sur dans quelques instants. Bonne soirée.